c'est pas perdu, c'est pas perdu. Oh, c'est joli ça. Oh, quel Et but. c'est le but. Et voilà, et voilà. Alexandra Renard. Et voilà, Magnifique. Alexandra Renard qui vient de marquer. Kevin, Géraldine, Yves, bonjour. Bienvenue donc dans l'émission Le Temps d'un athlète. Le temps d'un athlète est une émission consacrée effectivement à une mise en avant de personnes, de personnalités en tous les cas. Vous êtes ici tous les trois réunis au siège social de l'AS-Véor Montoison. Et merci de nous avoir invités en tous les cas dans ce lieu qui devient un petit peu mythique parce qu'elle abrite notamment une équipe de deuxième division, en tous les cas féminine, et on va en parler grâce notamment à la présence de tous les trois, mais en tous les cas l'actrice principale c'est Géraldine puisqu'elle se situe sur le terrain, voilà. Oui, donc Kevin Collin, donc du coup je suis responsable de l'équipe senior de la D2 de l'Aveyron Montoison. En même temps, j'ai des responsabilités en tant que responsable technique avec le lien avec les U18. Et par le biais du club, je suis tuteur de Laura Meignier qui est salariée du club. Ensuite, personnellement, j'ai un parcours professionnel un peu atypique. À la sortie de mon bac, j'ai effectué des études de sport, donc en fac de sport, management du sport, et puis je me suis rapidement orienté sur football puisque c'est réellement ce que je souhaite effectuer dans les années qui suivent. Tu as pratiqué le football déjà avant d'être entraîneur, tu as pratiqué un petit peu le football. Oui, oui. Ça fait 21 ans que je pratique le football. Là actuellement je suis en stand-by puisque du coup j'ai priorisé le fait d'entraîner une équipe et notamment la D2 féminine. Dans différents clubs, j'ai commencé dans la région parisienne, à l'AS Nangy. Et puis je me suis retrouvé dans la région, donc à un niveau ligue avec la Voulte-Livron, qui est devenu un peu plus tard le FC Rhône-Vallée. J'ai continué en excellence à Bourg-de-Péage, et puis j'ai eu l'opportunité de jouer en PHR dans le club qui s'est réuni avec l'US-Véor à Montoison, voilà, pendant 3 années. Et puis après, les choses ont fait que j'ai signé un contrat en tant que salarié au FC Rue-en-Broye, donc je me suis retrouvé à jouer là-bas. Et aujourd'hui, voilà, je suis là pour partager les connaissances que j'ai acquises depuis longtemps en tant qu'entraîneur. Et quand j'ai la possibilité de jouer, j'essaie d'y aller pour essayer de prendre du plaisir et puis surtout de toucher un peu le ballon parce que ça manque malgré tout. Oui. On parlera plus précisément des résultats tout à l'heure et du classement, puisque aujourd'hui il y a forcément un classement. Vous avez rencontré la semaine dernière l'Olympique de Marseille, du reste. Donc on y reviendra peut-être plus précisément. Merci Kevin. Moi j'avais envie de parler de Géraldine un petit peu, qui est quand même un élément moteur du football féminin donc, sur la SVOR, puisque tu es capitaine de l'équipe Géraldine. Est-ce que tu peux justement, vis-à-vis des téléspectateurs de Mistral TV, parler de toi, de ta pratique, mais aussi de ton vécu d'une certaine manière? Alors, moi j'ai 27 ans et j'ai commencé le football en club à l'âge de 13 ans, dans un club en mixité à Oust-sur-Scie, parce qu'on pouvait encore jouer en mixité à cette époque-là jusqu'à 14-15 ans. Et donc après, il a fallu choisir une équipe féminine. Donc je me suis tournée vers l'équipe de Montméran, qui était un peu la plus proche de mon lieu d'habitation. Et puis j'ai rejoint la SVR Montoison. On a créé même la section féminine de la SVR Montoison il y a 11 ans maintenant. Donc voilà, ça fait 11 ans que je joue pour ce club, en tant que milieu défensif principalement. Voilà, et du coup ça fait 11 ans qu'on a créé la section, mais qui s'appelait d'abord l'USVOR avant qu'il y ait eu une fusion avec Montoison. D'accord. Voilà. D'accord.
Donc milieu défensif, ça veut dire galoper, courir partout sur le terrain pour récupérer ce ficheux ballon et transmettre effectivement principalement à ses attaquants. Oui, c'est un peu ce qu'on dit souvent des milieux défensifs, c'est ceux qui courent un peu partout. Alors c'est un peu un défaut aussi parce qu'il faut aussi rester un peu structuré, voilà, et puis savoir tenir son poste de manière tactique pour pas faire n'importe quoi justement et courir n'importe où. Mais c'est vrai que ça demande des bonnes capacités physiques, mais c'est ce que j'aime bien parce que justement j'ai besoin de me dépenser et de courir, donc ça me convient bien. Gravir les échelons d'une certaine manière, comme tu les as gravis, aujourd'hui se retrouver en D2, est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué au départ de penser que c'était possible de jouer à ce niveau-là, ou est-ce que c'est venu plutôt naturellement ? Eh ben, c'est venu en fait très naturellement parce qu'on ne calculait pas en fait chaque année. Voilà, on a commencé en district, on est venu avec une bande de copines vraiment. Il y a des joueuses qui sont arrivées par la suite, ça fait que la section a grandi et on ne se posait pas la question, on n'avait pas réellement d'objectif chaque année si ce n'est le maintien dans chaque niveau où on était. Et puis plusieurs années on a eu l'opportunité de gravir les échelons, donc on l'a saisi tout simplement, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas du tout calculé. Ça s'est fait naturellement et puis ça fait qu'on est en D2 maintenant et qu'on a toujours cet objectif de maintien qui est de plus en plus compliqué à tenir parce que le niveau devient de plus en plus élevé. Mais voilà, ça s'est fait vraiment progressivement et par je sais pas comment on dit, par la force des choses. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est intéressant parce que le côté naturel, c'est aussi un petit peu ce côté qu'on recherche à travers effectivement ce qu'on peut proposer dans le cadre du sport sur Mistral TV, puisqu'on est quand même une télévision locale, donc dit familiale, et c'est vrai que la question naturelle d'arriver dans un club sur le plan naturel, je trouve que ça reflète bien un petit peu aussi la mentalité de cette chaîne de télévision et du partenariat, parce qu'on n'en a pas parlé, Kevin, mais c'est vrai que Mistral TV est partenaire de l'AS Véor Montoison. Oui. On va peut-être s'adresser à Yves aujourd'hui. Maintenant, Yves, tu as une fonction importante au sein du club. Est-ce que tu peux un petit peu décliner ces différentes fonctions ? Oui, disons, là, oui, ça fait 11 ans aussi que je suis au club. On est dans les plus anciens XGG. Et donc j'ai pris la responsabilité de toute la section féminine pour essayer de créer, pour pérenniser la durée des féminines. Et donc pour ça, il nous faut aussi des équipes de football d'animation, c'est-à-dire de jeunes, pour pouvoir pérenniser cet ensemble. Après, donc comme aujourd'hui, on a 125 filles. 125 filles donc adultes, il y en a dans environ 70. Et au niveau des jeunes, c'est à peu près équivalent. On a une équipe dans chaque catégorie qui démarre de U7, U9, U11, U13, U15, U18 et puis senior. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est bien. Comment on pourrait donc maintenant aujourd'hui au niveau de vos 3 responsabilités, comment vous pourriez penser être complémentaires dans vos fonctions respectives par rapport à un club qui est l'AS Véor Montoison ? En fait, ce qui est difficile dans une structure, dans un club, c'est de le structurer correctement parce qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes qui donnent du temps pour une association. Et il faut savoir que c'est de plus en plus difficile à avoir. Pour synchroniser tous ces éléments entre les dirigeants, entre les éducateurs, entre les joueurs, il faut absolument qu'il y ait un respect de chaque fonction. Et ça, c'est indispensable pour que l'association, que le club, que le pôle féminin fonctionne correctement. Aujourd'hui, c'est plutôt respecté. Mais voilà, il manque de bénévoles aujourd'hui dans la structure pour lui permettre d'exploser, d'évoluer et de continuer à surtout pérenniser, parce que le terme périn il est vachement important, parce que pour qu'un club continue d'évoluer, progresser, il faut pérenniser des postes, il faut pérenniser des personnes qui s'investissent dans la structure, et puis qu'il y ait un investissement de tous. Donc du coup, ce qui est le plus difficile, c'est de permettre à tous ces gens-là d'être là pour un seul et unique projet et d'aller tous dans le même sens pour que du coup il y ait une même volonté d'aller dans le même sens, quoi. Donc moi, ce que je trouve plus difficile, c'est
fait, pas rameuter, mais de rallier, voilà, de rassembler tout le monde pour une même cause, pour un même objectif, et d'aller tous dans le même sens pour pouvoir continuer à avancer. Et aujourd'hui, c'est ce qui ralentit un petit peu l'évolution de la structure, je pense. Est-ce que, d'une certaine manière, est-ce que c'est un challenge que, finalement, que vous avez mis en place là, par rapport à cette forme de réussite que vous souhaitez mettre en avant à travers le sport, notamment féminin? Enfin, moi, je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir proposer voilà, la mise en avant du sport féminin en Drôme-Ardèche. Je trouve que c'est extraordinaire. Mais est-ce que finalement, c'est un challenge? Est-ce que ce challenge a été commencé il a été commencé à un moment donné, il y a quelques temps en arrière, mais comment on pourrait effectivement le dynamiser ou redynamiser ce challenge aujourd'hui? Géraldine? Je rejoins tout à fait Kevin sur ce qu'il vient de dire et d'évoquer sur l'importance du nombre de personnes qu'il y a autour justement de cette structure, parce que le fait est qu'on a de plus en plus de joueuses, que ce soit adultes ou jeunes, et que pour que cette section puisse vivre et bien vivre, il faut qu'il y ait du monde et qu'il y ait des responsables un peu dans chaque domaine, logistique, dans le domaine technique, les dirigeants, pour entourer tout ça et pour faire que tous les acteurs ne s'épuisent pas aussi, parce que c'est vrai que quand on est quelques personnes à se mobiliser toute l'année et qu'on a peu de soutien derrière, c'est vrai que c'est assez compliqué justement de pérenniser une section. Le fait qu'on ait 70 licenciés en senior, plus 50 en jeunes, et ça demande aussi des éducateurs, ça demande des terrains, ça demande des plages d'entraînement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut penser. On ne construit pas une section et un club comme ça en claquant des doigts. Il y a toute une armature à mettre autour. Et c'est ce qu'il faut encore développer aujourd'hui et ce qu'il faut solidifier, moi je pense. La D2 existe depuis quand à l'AS Vermontoison? C'est la sixième année. C'est la sixième année. Saison, ouais. D'accord. Le bilan aujourd'hui de cette sixième année, d'une certaine manière, qu'est-ce que vous pourriez en dire? Chaque année, 6 ans en D2, et on voit que c'était 6 années totalement différentes. C'est de plus en plus dur. Au départ, on démarrait avec des équipes D2 qui étaient propres au club. Vraiment, il y avait une âme dans les clubs. Aujourd'hui, on se retrouve avec des équipes D2 qui sont un peu plus professionnelles, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens extérieurs qui viennent dans les clubs, et la difficulté, elle est là, c'est que les niveaux augmentent aussi. Et chez nous, on n'a pas encore cet état d'esprit d'avoir... on reste encore un club clocher, quoi. Familial, voilà, comme familial, on disait tout à l'heure. Et donc on reste un petit peu avec l'effectif qu'on a. On essaye bien d'avoir il y a des nouvelles joueuses qui viennent, il n'y a pas de problème, mais c'est beaucoup plus dur que dans certains clubs, quoi. Donc d'où la difficulté après derrière de garder des classements qui soient corrects et puis pour éviter les descentes, quoi. Aujourd'hui, ça tient. Maintenant, ça tient. Il va peut-être falloir trouver d'autres solutions. Alors justement, ces solutions, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme solution finalement pour peut-être un petit peu plus, alors je m'excuse du terme, mais professionnaliser peut-être plus cette équipe-là, votre équipe, Géraldine on a déjà un rapprochement avec la section de Briffaut, qui est le PFA, qui nous permet d'avoir un relais avec les joueuses qui participent. Actuellement, il y a 30 joueuses qui font partie du PFA. C'est une section sportive orientée que sur le football. Elle englobe les garçons et les filles. Donc les garçons sur différentes catégories, les filles sur un pôle, sur une structure où il y a 30 joueuses dissociées dans différentes classes d'âge. Donc ce pôle-là, aujourd'hui, il est en relation directe avec nous par le biais de Ma Ligue Vivant. Et donc on a une grosse quantité de joueuses qui sont actuellement, sur les 30, je crois qu'on a 17 joueuses qui sont au PFA. Donc pour nous, c'est un moyen aussi d'avoir un retour sur des joueuses, de permettre aussi c'est un moyen de recrutement entre guillemets, même si à la base ça ne l'est pas. Ça nous permet d'enrichir aussi nos catégories jeunes, notamment nos U18, et puis pour certaines d'entre elles, celles qui ont plus de chances d'intégrer les groupes seniors, quoi.
Tout à fait. Alors, tu parlais de Malik Vivant, c'est peut-être important de rappeler qui il est. Alors, sur le plan du PFA, donc tu l'as bien situé, mais aujourd'hui, il est directeur sportif de l'Olympique de Valence. C'est le nouveau club, hein. On en parle régulièrement puisqu'on est partenaire aussi avec Mistral TV, mais je crois que l'Olympique de Valence, vous êtes aussi un partenaire au niveau de ces deux clubs. Hein. On n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de partenariat officiel avec l'OV, mais bon, on est en train de discuter justement pour la section féminine sur comment on peut procéder et qu'on n'ait pas deux clubs qui vont se mordre pour arriver. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut réaliser avec l'OV, entre les catégories pour pouvoir arriver à faire un gros club. Voilà, rassembler un petit peu des joueuses. Oui, tout à fait. Alors, justement, parlons peut-être un petit peu plus sport dans le sens compétition. Donc aujourd'hui, donc toi, Kevin, on t'a bien repéré comme l'entraîneur de la une féminine. Donc on a bien repéré également que ça faisait 6 ans que cette équipe perdure d'une certaine manière dans un championnat, avec des mouvements, puisqu'on a parlé, Yves notamment a parlé de cette équipe un peu, ce club un peu cloché. Aujourd'hui, est-ce que les résultats suivent sur le plan national? Si on peut, peut-être, si vous pouvez, Géraldine et toi, repérer un petit peu, ou permettre aux téléspectateurs de repérer aujourd'hui la D2 féminine, c'est combien de groupes? Alors en fait, il y a 3 poules en D2 féminine, Voilà. 3 poules de 12 équipes, donc réparties sur tout le territoire national géographiquement, pour pas qu'on ait des déplacements trop lointains non plus à faire. Mais en termes de déplacement, on va de Dijon, au-dessus de Dijon jusqu'à Toulouse en fait. Donc voilà, ça fait une zone géographique assez importante à couvrir. Et puis après, à l'intérieur de chaque poule, c'est vrai qu'il y a différents niveaux en termes d'équipes. Il y a toujours 2-3 équipes qui sont un peu au-dessus et dont l'objectif est clairement affiché, qui est de monter en D1. Et puis il y a des clubs qui viennent de monter aussi en D2, qui découvrent et qui sont du coup un petit peu plus faibles en termes de niveau. Et puis il y a un ventre mou, comme on l'appelle souvent, ce milieu de tableau, voilà, où il y a 5-6 équipes qui se battent un petit peu pour les 3e, 4e places. Alors vous, aujourd'hui, comment vous situez, mis à part le résultat ou le classement général donc de la poule, c'est la poule C, comment vous situez justement sur le plan sportif, combatif Sur le plan sportif, aujourd'hui, on va rappeler l'objectif qui est de se maintenir. Aujourd'hui, on a une 8e place qui correspond relativement à ce qu'actuellement on peut aspirer par rapport aux moyens qu'on a. Aujourd'hui, on a un groupe qui est entre les joueuses expérimentées et les joueuses qui sont là depuis un petit moment et qui participent et qui contribuent à l'expérience de la 2e division, et puis celles qui rentrent dans le moule. Donc du coup, il y a un amalgame à faire. Et donc du coup, on est dans la construction perpétuelle, parce qu'il faut que les joueuses expérimentées rallient les jeunes qui arrivent, ou les nouvelles. Et donc du coup, on est plutôt dans le renouvellement. Donc il faut absolument que l'amalgame prenne. Ah voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que la fusion est bonne aujourd'hui entre les plus anciennes et les nouvelles qui arrivent C'est vrai qu'on est sur un petit peu deux mentalités entre guillemets différentes, entre les anciennes qui sont là depuis la création du club et qui ont encore beaucoup cet esprit familial, cet esprit âme du club, etc. Et puis les jeunes qui arrivent et qui sont plus ambitieuses, plus dans un souci de se professionnaliser aussi. Donc c'est vrai qu'il y a 2 mentalités, mais je trouve que c'est très enrichissant du coup, parce qu'il y a des personnalités différentes, etc. Mais voilà, il faut essayer de rassembler tout le monde autour du projet du club. C'est ce qui peut être complexe des fois, mais voilà, la cohésion commence à se faire petit à petit, parce que voilà, chaque année, il y a des nouvelles joueuses qui arrivent, et puis il y en a qui partent, comme dans tout club. Mais voilà, c'est un peu l'objectif aussi en terrain, qui n'est pas explicite, mais voilà, c'est de créer un groupe et une cohésion qui fait que les résultats vont s'en ressortir aussi par la suite, quoi. Tu étais là il y a 6 ans, Géraldine? Oui, j'étais là, oui. Donc aujourd'hui, tu vois effectivement le club changer, modifier, comme le décrit peut-être Yves. La fille plus âgée aujourd'hui, la joueuse plus âgée pour la SVO, elle a quel âge Alors, pour le groupe D2, ce sera
32 ans. Ouais, 32 ans. 32 D'accord, ans pour la d'accord. plus âgée, Et ouais. la plus jeune? La plus jeune, 17. 17 ans. 17 ans, Ouais. d'accord. Ouais, D'accord. Donc ça fait Ah ouais, ça écart s'étire. Hein, un écart de ouais. génération Ouais. qui est quand même... Bah, c'est intéressant pour en tous les cas la transmission Ah bah oui, de la mentalité et peut-être aussi du développement et de l'envie en tous les cas et du combat. Les plus âgés, les plus jeunes, ça crée effectivement cette dynamique dont tu parlais tout à l'heure. Sur le plan donc plus alors au niveau du classement, donc aujourd'hui vous vous situez plutôt en milieu de tableau. Ouais, c'est ça, milieu de tableau, 8e. Mhm. Après, tout se tient. Il suffit d'avoir d'avoir une victoire et on peut repasser dans Il y a pas dans encore le de haut match. du tableau. Donc voilà, c'est assez, pour l'instant, Ça se tient. c'est assez serré. Je pense que ça se décantera à la fin de la première phase. Et là, on verra réellement le niveau de chacun. toutes les équipes. Mhm, Et mhm. puis là, on pourra se situer par rapport à cette poule qui, qu'il faut le dire, est quand même assez relevée. Donc voilà, on va... Se retrouver contre l'Olympique et jouer contre l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça procure comme sensation d'une certaine manière? Est-ce que ça transcende quand on est sur le terrain? Vous avez joué, alors vous avez perdu d'un petit point, hein, je crois, vous avez perdu 2-1, il me 2-1, semble, 2-1, voilà, ouais. le week-end dernier. On se sent plus fort, on se sent plus gaillard, on a envie d'aller plus vers l'avant. Géraldine? J'ai pas eu la chance de jouer moi le Ah, week-end ouais, dernier parce que bon. j'étais blessée, mais j'étais quand même avec le groupe et j'ai pu voir l'état d'esprit qu'il y avait. C'est toujours prestigieux de se dire on joue contre l'Olympique de Marseille. Voilà, contrairement à nous, elles ont toutes les tenues, elles sont voilà, bien entourées, un gros staff médical. Voilà, on sent que c'est là pour le coup c'est très très professionnel. Donc du coup nous ça nous transcende encore plus parce qu'on a envie de voilà, faire bonne figure avec nos petits moyens, mais voilà justement on essaie de jouer encore plus avec le cœur et d'être encore plus solidaire pour pallier ce manque de moyens qu'il y a entre les deux équipes, quoi. Mais ça l'a fait quand même justement à Marseille, puisque vous perdez d'un point, mais d'un but, mais au fond l'esprit y était. L'esprit y était. Après, c'est vrai que c'est difficile de rivaliser avec des équipes qui, Géraldine l'évoquait juste avant, qui proposent un budget quand même qui est assez important, où des joueuses d'expérience arrivent dans ces clubs-là. Alors effectivement, nous on a fait avec nos moyens, on a montré de belles valeurs et ça s'est joué à pas grand-chose. Après, c'est toujours comme ça se joue à pas grand-chose et donc oui. ce qui serait bien, c'est que ce pas grand-chose devienne un petit plus et qu'on arrive à récupérer ces points qui sont importants. Après, au-delà du résultat, dans le jeu, si je peux rapidement évoquer la rencontre, en première mi-temps, on a rivalisé avec cette équipe de Marseille en proposant du jeu. Et c'est vrai que c'était intéressant. Après, au bout de la 30e minute, il y a des faits de jeu qui font qu'on a fini à 10. Et que, en plus, quand c'est la gardienne, ça devient encore plus compliqué. Donc, mais on a eu de la chance d'avoir une excellente gardienne de substitution. Qui s'appelle Alexandra Renard. D'accord. Et qui s'en est très très bien sortie. On salue du reste. Ouais, oui, on la salue parce qu'elle a fait une performance remarquable. Ouais. Donc c'est vrai que bon, voilà, il y a des aléas de match qui font que ça devient plus dur. Et puis encore plus quand on mène assez tôt dans la rencontre. On marque à la 53e, je crois. Et après, on a descendu le bloc, on a eu moins de maîtrise technique à la récupération de la balle et après pour se projeter vers l'avant quand il y a la moitié de l'équipe qui est dans notre camp, voire toute l'équipe qui est dans notre camp et la totalité de l'équipe adverse qui est dans notre camp, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est un résultat honorable et je tiens à féliciter quand même une nouvelle fois le groupe parce que je pense que des résultats comme celui-ci ils vont se faire rares parce que c'est une belle équipe et Christophe Parra, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, l'a souligné à la suite du match. Donc voilà, il faut continuer dans cette voie-là et ça viendra. Sur les 6 années de pratique, en tous les cas en deuxième division, quelle a été l'année la plus compliquée sur tous les niveaux, sur tous les plans? Le plus compliqué, c'est chaque année, c'est de plus en plus compliqué. D'accord. On verra cette année ce que ça donne, mais c'est vrai que chaque année, le niveau étant plus élevé et le nôtre essayant de rester stable pour éviter la descente,
on a du mal à tenir le niveau, quoi. Parce qu'on a démarré la première année, on a fini 4e, je crois, quand on a été promu. La deuxième année, 5e. Après, on descend un petit peu d'un cran et c'est dur. Rappelez-nous combien il y a d'équipes en deuxième Il y en a division 12. sur le groupe C. 12. Et donc les deux dernières descendent et d'accord, les promus, il y a 2 promus donc chaque Deux année. promus et une descente de D1. Et une Et montée. une montée. Oui, Et ouais, une c'est montée, important de le voilà, souligner avec une effectivement. montée. Pas de, Ouais. Ouais. Quels sont les gros clubs là dans le groupe C? Il y a l'Olympique de Marseille. On pourrait le dire ça, que l'Olympique Ouais. de Marseille c'est un gros club. C'est leur ambition, donc à partir de là, oui, c'est un gros Mhm. club. Là, on a Nîmes aussi qui Nîmes. prévoit d'essayer de monter. Toulouse. Toulouse, Toulouse qui aussi, font ouais. toujours. Eux, ils connaissent la D1 depuis plusieurs années parce qu'ils font un peu le yo-yo. Ouais. Ils montent, descendent, ils ont du mal parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences entre la D1 et la D2. On avait les équipes comme clé, mais je pense que cette année, c'est mal parti. Ouais, ils sont mal partis. Mais qui mettaient l'ambition au niveau budget pour créer, pour monter cette équipe en D1, quoi. Actuellement, il y a des surprises. Après, Oui, on retrouve le Puy Aurillac Oui. en haut tableau. Est-ce que ça va perdurer? On ne sait pas, mais c'est un petit peu apparemment des surprises. Après, moi, je suis nouveau dans le milieu du football féminin, donc j'ai pas forcément l'expérience et le recul pour l'évoquer, mais je pense que Géraldine l'a davantage Ouais. parce qu'elle a vécu toutes ces saisons en D2 et je pense qu'elle pourra l'évoquer beaucoup mieux que moi, même si j'ai des renseignements et que je m'y intéresse, donc Ouais, c'est vrai il y a toujours les mêmes équipes un petit peu, on se retrouve d'une année sur l'autre, parce que géographiquement ça évolue peu, à part les descentes de D1 et les montées de DH, mais on a toujours le Puy, Aurillac, Monteux, nous aussi, Clé, on est toujours là au milieu de tableau à jouer la 3e place comme jouer la 8e. C'est vrai que c'est quand même assez serré, quoi. On est vraiment des équipes qui sont un peu sur la même dynamique, de garder un peu cet esprit d'équipe familiale et où le club se professionnalise peu, quoique Aurillac a aussi aujourd'hui fusionné, Arpajon est devenu Arpajon-Aurillac, a fusionné et le budget a aussi augmenté, et c'est ce qui fait aussi peut-être qu'il se retrouve 4e aujourd'hui, parce que le fait d'avoir pas mal de moyens, ça fait qu'on peut rassembler les filles plus souvent la semaine. En termes de nombre d'entraînements, c'est beaucoup plus conséquent. Quand on sait qu'il y a des équipes qui s'entraînent 5 fois par semaine, alors que nous on est à 2 entraînements, c'est compliqué de rivaliser, quoi. En termes de moyens, c'est vrai que c'est la grosse différence qu'il y a aujourd'hui entre certains clubs de D2. Comment on pourrait définir l'objectif de la SVOR Montoison, la deuxième, dans le cadre de la 2e division féminine aujourd'hui, le groupe C? Est-ce qu'on vise quand même la première place ou est-ce qu'on se dit que le maintien c'est quand même pas plus mal? C'est peut-être pas de viser la première place. Par contre, c'est d'essayer de jouer le haut de tableau pour avoir une image au moins du club et pas dire que chaque année on va se traîner pour essayer de se sauver. Non, c'est de viser Et puis on a aussi la deuxième partie qui est aussi la Coupe de France, toutes les coupes qui est à côté, auxquelles on peut peut-être arriver à faire des résultats et se montrer. Alors il y a la Coupe de France, Coupe de la Ligue. Alors, chaque catégorie là, donc la D2 à la Coupe de France, l'équipe qui est en Ligue à la Coupe régionale, et l'équipe 3, après c'est du district, quoi. D'accord. Mais on essaye, si par l'équipe première pour arriver à faire des résultats en Coupe de France, là on a la chance de rentrer dans le premier tour fédéral, il y a les D2 qui rentrent, et le deuxième tour c'est la D1. Donc on peut déjà avoir contact avec des équipes de D1 dès le deuxième tour de Coupe de France à notre niveau. D'accord. Mais alors, enflammons-nous un petit peu. Allez, disons que la SVOR va finalement gagner tous ses matchs, va se retrouver premier du championnat. Comment ça se passe là? Fin de saison, premier la SVOR, Division 1, qu'est-ce qui se passe? ce qui se passe, c'est que ça va être compliqué. Alors sur quel plan ça va être compliqué, Kevin? Ça va être compliqué dans un premier temps, déjà sur l'aspect structurel. Aujourd'hui, on a quand même une certaine capacité pour pouvoir s'entraîner. On a des terrains qui, en tout cas honneur, qui sont relativement de bonne qualité, à Étoile et à Montoison. On a un terrain à Beauvallon d'entraînement qui, là jusqu'à présent, a tenu, mais qui va commencer à se dégrader avec le temps. Et aujourd'hui, ce qui va manquer si on est amené à monter en D1, si on s'enflamme,
C'est l'aspect structurel, donc avoir un terrain par exemple synthétique ou avoir un autre espace de jeu pour pouvoir basculer d'un côté à un autre. Et puis il y a un autre côté qui n'est pas négligeable, du tout, c'est l'aspect financier. Voilà, alors j'allais y venir justement, pour en parler un petit peu, vas-y, je t'écoute. Ouais. L'aspect financier, de toute manière, c'est ce qui permet la vie de cette équipe des deux, en englobant tout l'ensemble d'un club, puisqu'il n'y a pas que l'équipe des deux qui vit au sein de la structure, il y a tout un club, hein, il y a des équipes féminines, mais aussi des équipes masculines, parce que c'est un club mixte. Mais aujourd'hui, voilà, le réel frein, il est financier. Autant ce serait en D1, mais autant actuellement en D2, le vrai frein, il est financier. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre d'aller chercher des joueuses à l'extérieur parce que le club, c'est une volonté politique, hein, attention, qui est respectable. Et les filles, aujourd'hui, s'en contentent, mais je pense que s'il y avait un petit plus, ce serait intéressant de l'amener pour pouvoir faire évoluer, dans le cadre du projet du club, faire évoluer cette équipe et ce groupe senior, même ce pôle féminin dans sa totalité. Donc il est vrai que l'aspect financier est primordial. Mais le budget minimum pour accéder à la D2, vous avez aussi une DNCG, j'imagine, qui va un petit peu observer votre comptabilité, voir si vous avez quand même les moyens suffisants pour tenir toute une saison et ne pas vous retrouver dans le rouge au niveau associatif. Disons, on n'est pas deux clubs, hein, c'est un seul club. Donc, club, il y a les garçons et les filles ensemble, donc il y a un budget global. Mm-hmm. À partir de là, il n'y a pas de suivi. C'est à nous à le gérer. Mais à quel niveau on est dans le rouge, on ne sait pas trop. D'accord. Oui, par exemple, pour la D2, il faut un budget minimum pour pouvoir accéder à la D2. Si on ne l'a pas, la DNCG peut interdire la montée du club justement pour des raisons budgétaires. Est-ce qu'en D2 féminine, justement, est-ce que pour le club de la SVR, est-ce qu'il y a cette condition-là d'une certaine manière? Non. D'accord. Sincèrement, je ne crois pas. Par contre, pour arriver en D1, oui, elle apparaît. Parce que les déplacements ne sont pas négligeables. On peut se retrouver à aller à Juvisy, à Paris. Lyon, c'est tout proche de chez nous, mais à Guingamp, par exemple. Et aujourd'hui, les moyens de déplacement, même si la fédération donne un petit peu de subventions, elles ne sont pas suffisantes pour pouvoir couvrir tous les frais d'un club qui évoluerait dans un groupe D1 ou même D2. Hein, vos déplacements aujourd'hui, vous les faites comment? En bus? On les fait en minibus, qui sont en partie loués, en partie prêtés. Et ce qu'il y a, c'est qu'on essaye de faire tous nos déplacements sur une journée, sauf 2-3 déplacements comme Toulouse, qui eux, on va essayer de les faire sur 2 jours. Donc là, ça engendre d'autres frais. Et voilà. Mais alors après, avec la D1, il y en aurait beaucoup plus. Avec un budget différent aussi. Mais pour combler tout ça, il faudrait arriver à avoir des aides, beaucoup d'aides à côté. L'équipe de France féminine, j'aimerais qu'on aborde aussi un petit peu ce sujet, puisque c'est quand même un petit peu, l'équipe de France est moteur pour imaginer peut-être à un moment donné avoir envie de jouer au football. Est-ce que pour toi, Géraldine, l'équipe de France féminine t'a aidé aussi à franchir le cap et de se dire j'ai envie de jouer au football? Comment finalement tu es tombé dans le football, toi? Moi j'ai commencé à jouer tout simplement au terrain de foot qu'il y avait à côté de chez moi, donc avec quelques copains, copines, à l'âge de 5-6 ans quoi. À l'âge où on commence un peu à sortir et à jouer entre copains, copines. Et du coup, l'équipe de France féminine, on en parlait mais pas du tout en fait. On en parlait un petit peu, on n'en parlait pas du tout. Donc c'est pas vraiment ça qui m'a donné envie de jouer au football. C'est plus un désir personnel, et puis le football c'est le sport populaire, hein, c'est le sport le plus simple à réaliser. On prend un ballon de foot, on peut jouer partout, donc donc c'était un peu la facilité. Et puis après, du coup, quand il y a eu la première inscription en club, c'est là où j'ai commencé à un peu plus m'investir. Et puis le parcours de l'équipe de France féminine, ça a changé surtout les mentalités autour, plus que nous, notre désir de jouer.
parce que nous on a cette passion, c'est pas l'équipe de France qui nous l'a transmise, mais c'est vrai que ça a amené au football féminin un certain développement, et notamment de la fédération qui a mis beaucoup plus de moyens en œuvre pour développer le foot féminin. Ça a eu un impact plus là-dessus que sur nous en tant que joueuses de notre génération. Après, pour toutes les jeunes qui s'inscrivent maintenant, c'est sûr qu'à l'époque où nous on a commencé, il y avait très peu de joueuses de 5-6 ans qui jouaient, et c'était tout de suite des adolescentes, etc. Alors que maintenant, il y a, je pense, Yves, tu pourras le dire, mais plus de petites qui commencent à jouer et à s'inscrire, et de plus en plus tôt. D'accord, oui, c'est intéressant. Oui, ça, le foot féminin au niveau des petites n'était pas ancré dans le football, c'était pas pour les filles. C'est ça. C'est resté un sport très macho, même aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, avec du monde qui a en plus au niveau filles, on arrive à mettre un pied sur la place, et à partir de là, on évolue beaucoup plus rapidement. Et puis on commence à avoir des aides. Parce qu'il y a 40 ans, on pourrait créer une équipe féminine. On l'a créée, mais ça coûtait très cher. Parce qu'au niveau district, déjà, il y avait beaucoup de déplacements. Pareil qu'une équipe senior qui joue en excellence. Donc ça faisait des frais. Et de suite, l'année d'après, c'était en ligue, quoi. Et au niveau ligue, ça ne suivait plus. Donc il fallait payer. Alors si c'était les parents qui payaient, si c'était le club qui payait, ben, ils ne pouvaient pas. Si c'était les parents, ben, ils abandonnaient aussi. Donc après, dans un deuxième temps, il y a eu la Fédé qui a remis en cause le football féminin pour faire évoluer. Donc là, ils ont pris en charge des frais de toute manière. C'est-à-dire, c'était ou les arbitres qui n'étaient pas payés, ou alors des aides de leur part carrément pour le club, voilà, pour arriver à faire évoluer un petit peu le football féminin. Ça, c'était dans un deuxième temps. Et puis le troisième temps, c'est pour arriver à faire évoluer le football féminin des jeunes, pour faire pérenniser, parce qu'on n'avait pas de jeunes encore qui jouaient trop au football. Des équipes seniors, il y en avait, mais elles duraient 4, 5, 6 ans. Après, c'était fini, puisque derrière, il n'y avait pas de suivi. Donc aujourd'hui, ils mettent en place le football d'animation, qu'ils appellent, du 6-11 ans, auquel on a des obligations. Par exemple, dans notre club, on est obligé d'avoir 20 filles, 20 petites, qui ont entre 6 ans et 11 ans, et auxquelles on a au moins 2 équipes qui jouent en championnat district, mais qui jouent en championnat. La différence entre le football féminin et le football masculin, est-ce qu'il y en a? Je provoque, hein. Pour avoir vécu les deux, parce que avant de rentrer dans cette nouvelle expérience du football féminin, j'ai entraîné pendant 13 ans sur des garçons. Il y a en tout cas une grande différence notable, c'est sur l'aspect du public. Sur le football féminin, on est plus sur un public réceptif, à l'écoute, discipliné et rigoureux. Donc un public plus réceptif et rigoureux, à l'écoute, et donc qui a soif d'apprendre. C'est la première chose qui m'a marqué quand je suis arrivé au sein du club et au sein de ce groupe féminin. En comparaison aux garçons, elles ont rien à leur envier, parce que les garçons, ils connaissent le football depuis tellement longtemps qu'ils ont très peu de choses à apprendre. Donc voilà, moi je suis content de partager cette expérience et d'y avoir été invité, parce que pour moi c'est autant enrichissant de travailler avec des filles, voire plus, qu'avec des garçons. Attention, je ne dévalorise pas le football masculin comme j'aurais pu le faire il y a quelques temps sur le football féminin, parce que je ne le connaissais pas. Mais en le vivant actuellement, c'est une belle expérience pour moi. Après, sur les différences, même si le football féminin est quand même engagé, le football masculin reste le plus athlétique de tous, parce que on sait que les garçons ont besoin de montrer aussi leur virilité sur le terrain. Mais après, sur tout ce qui est tactique, c'est très intéressant. Les filles sont beaucoup plus, comme je le disais précédemment, beaucoup plus disciplinées, donc on arrive dans la maniabilité, on arrive plus facilement à avoir de résultats rapidement, entre guillemets, que des garçons, parce que je le disais précédemment,
ils ont leurs propres connaissances et ils ont du mal à sortir de leur savoir en fait. Voilà, après, si je peux comparer, parce que c'est les gens se demandent souvent, oui, les filles en D2, ça correspond à quel niveau? C'est difficile de comparer parce que sur l'aspect athlétique et physique, aujourd'hui, si on met une équipe de D2 contre une équipe de promotion d'excellence ou de première division, on risque d'exploser parce que au contact, c'est très très fort. Par contre, contrairement à ça, on peut le comparer à une équipe qui évoluerait par exemple en CFA2 ou en CFA parce que l'aspect tactique et technique est très développé. Donc voilà, pour que les spectateurs et téléspectateurs visualisent correctement le niveau féminin, ça correspondrait à un niveau masculin CFA, CFA2 quoi. D'accord. Géraldine, tu partages un petit peu ce que dit le coach là? Complètement. Après, moi j'ai pas connu trop le foot masculin, si ce n'est qu'en tant que spectatrice. Moi ce que je sais que c'est principalement la grande différence, c'est la vitesse de jeu, parce que voilà, comme disait Kevin, les capacités athlétiques des hommes sont largement plus supérieures à celles des femmes. Donc nous on va être plus axés sur l'aspect tactique finalement, qu'on peut travailler et qu'on peut développer, parce que même en travaillant physiquement à bloc, on n'arrivera jamais aux capacités des hommes. Donc on s'axe vraiment sur les choses qu'on peut travailler techniquement, tactiquement. Et je pense qu'on peut faire jeu égal avec beaucoup d'équipes masculines dans ce domaine-là. Après, c'est vrai que physiquement, athlétiquement et dans la vitesse de jeu, dans les transmissions, etc., les hommes ont un football qui est différent du nôtre. Donc les comparaisons sont vraiment difficiles à faire quand même. Oui, tout à fait. Moi, je partage aussi effectivement assez votre point de vue là-dessus. J'ai pu voir dernièrement un match de foot féminin entre Paris Saint-Germain et Lyon, enfin entre Lyon et Paris Saint-Germain le retour, où Paris a fini par l'emporter 1-0, mais on a bien observé le côté vraiment tactique de la mise en place avec des débordements sur les ailes, on a essayé de passer dans l'axe, etc. Et je trouve que ça reflète assez bien ce que vous êtes en train effectivement d'expliquer tous les deux. On va peut-être, avant de clore l'émission, j'aimerais, Kevin, que tu puisses un petit peu nous parler de l'ASV Ormontoison, le staff, les filles aussi qui concourent d'une certaine manière à faire progresser ce club en deuxième division dans ce fameux groupe C. Est-ce que tu peux, ou est-ce que vous pouvez un petit peu en parler? Je vais déjà aborder le staff technique qui compose le groupe senior et U18, parce que c'est important aussi de l'évoquer. Sans eux, on pourrait pas fonctionner correctement. Donc aujourd'hui, on fonctionne. Chaque équipe a son propre éducateur avec des dirigeants qui sont à disposition des groupes. Donc sur le groupe des deux, je suis le responsable de cette équipe. Et sur les déplacements ou sur les réceptions, donc Yves Reynaud nous donne un coup de main et Christophe Lagier, qui est le papa d'une des joueuses, est présent sur toutes les rencontres. Sur le groupe réserve, Denis Riva est le responsable de cette équipe qui évolue au niveau DH, le niveau le plus haut de la Ligue Rhône-Alpes, et qui est accompagné de Christian Dorel, qui est là depuis cette année. Il est arrivé l'année dernière. Oui, Il est arrivé l'année dernière pour donner un petit coup de main et puis épauler, puisqu'il apprécie de plus en plus le football féminin. Ensuite, on a créé cette équipe 3 qui nous permet de donner du temps de jeu à tout le monde, qui est dirigée par Caroline Potier. Et enfin, un groupe U18 qui est encadré par René Richard et par des papas qui donnent un coup de main, la famille Gerberon et Berthalin et Boeuf qui encadrent un petit peu toute cette équipe-là. Donc voilà, pour moi c'était important de l'évoquer. Bien sûr. Puis ça crée une dynamique. De toute façon, voilà. La dynamique, c'est par eux aussi qu'elle passe, la dynamique du club. Et les filles, alors, vous pouvez les présenter un petit peu là, au niveau des postes. Donc si on part du poste de gardien de but jusqu'à l'attaquante,
Donc on a Léana Bino qui est gardienne au club depuis déjà 2 ans, enfin c'est sa 2e année là. Qui était déjà Qui au était club, déjà, hein, ouais. est parti à l'AS Saint-Etienne en formation et qui est revenu après dans notre club il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, d'accord. Donc on a Alison Faugier qui est arrivée cette année, qui actuellement joue avec le groupe DH Alors déjà il y a Amy Bino, donc, qui est la jumelle de notre gardienne, Ouais. qui est là depuis un certain nombre d'années aussi, qui vient d'un club à côté d'Erieux, qui est plutôt jeune mais qui est dans ce désir aussi de pérenniser la structure et je pense qu'à terme restera dans le club et tirera l'équipe vers le haut. Et dans la même dynamique, il y a Estelle Lagier, Vanessa Hérault, Léa Coissieux, qui sont 3 autres défenseurs qui jouent avec nous très régulièrement. Marianne Buteau, Marianne Buteau aussi. qui a la possibilité de jouer sur tout le front de la défense. D'accord. Et puis récemment, Fanny Arpin, Voilà. qui est une jeune qui a 17 ans, On intègre. qu'on intègre petit à petit, mais qui prend déjà très, très bien ses marques en D2 et qui assure pour une jeune de cet âge-là. Ouais. Parce que faire face à des grandes attaquantes qui jouent dans notre compétition, c'est quand même pas rien. Donc c'est une vraie bonne joueuse qu'il faudra continuer de suivre pour qu'elle puisse- suivre et puis pour qu'elle puisse De rester motiver aussi au pour- club. Ah, Après, bah oui. si elle a d'autres ambitions et qu'elle part, tant mieux pour elle. Hein, mais Mhm. voilà, pour l'instant, elle joue avec nous. Sur le secteur du milieu de terrain, donc là on a un peu la pierre angulaire de ce club, puisqu'on a Géraldine, qui est là depuis, elle vous l'a dit, mais depuis déjà ces 6 années où elles ont évolué dans le groupe des 2. Cécile Coulon, pareil, qui est une des plus expérimentées au sein du club. On a Christelle Soubéran, qui est arrivée au sein du club. Il y a 5 ans. Ouais, il y a- 5 ans même. voilà, approximativement quand le club est monté. Donc on a une ossature dans le poste du milieu de terrain qui est assez expérimentée et qui permet aussi de garder à flot cette équipe, parce qu'elle arrive à garder la balance plutôt équilibrée. Donc c'est important d'avoir à ces postes-là des joueuses expérimentées. Ensuite, on a Pauline Jotter qui a eu une grave blessure. On va dire que c'était plutôt grave puisqu'elle reprend que maintenant la compétition, notamment avec le groupe DH, mais qui a été blessée assez longuement, qui est au club déjà depuis 2 ans. 2 ans, ouais, c'est ça. Qui va revenir progressivement pour essayer d'apporter un petit peu d'expérience et puis surtout de fraîcheur au groupe puisqu'elle est jeune. Et puis on a donc Laura Meignier qui évolue sur un couloir et qui est salariée du club. Elisa Chouvier qui tout récemment découvre le groupe des 2 puisque sur les années précédentes a évolué dans le groupe DH et cette année c'était une belle découverte et une bonne surprise de la faire participer au groupe des 2. Et on n'oublie pas Alexandra Renard, d'Ipolo, qui nous a fait une belle prestation. Donc dans les buts. Voilà, dans les buts. Mais qui est attaquante, hein, c'est ça? Qui est attaquante ou milieu de terrain, D'accord. Voilà. qui a la possibilité de s'adapter aux différentes situations. On a la chance aussi d'avoir des joueuses qui ont la possibilité de s'adapter, qui sont polyvalentes. Donc c'est une des grandes qualités qu'on peut leur donner, et puis ça permet aussi d'avoir une belle maniabilité au niveau des compositions d'équipe. Et au milieu de terrain, Anaïs Bouix, Voilà. aussi, qui est une joueuse qui faisait partie de notre club aussi il y a quelques années, qui est partie un petit peu dans le sud pour des raisons personnelles et professionnelles, et qui est de retour dans la région, et qui a de nouveau signé chez nous, donc C'est bien. depuis cette année aussi. Voilà. Intéressant. C'est un retour qui fait du bien parce que ça permet d'étoffer le groupe, d'avoir davantage de choix et puis de profiter des expériences que ces joueuses-là ont vécues aussi ailleurs. Donc on essaye d'en profiter, d'en bénéficier.
Offensivement, donc on a Sonia Da Silva qui est aussi une jeune joueuse. Mérine Cabouche qui est la plus ancienne du groupe. On l'a évoqué tout à l'heure. Et Mathilde Panduf qui tout récemment a rejoint le groupe, qui ramène un peu de fraîcheur, un peu de folie aussi. Un peu de folie, un petit peu de tout, parce qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Non pas parce que on n'a pas les joueuses de qualité, mais on a besoin offensivement d'avoir des joueuses qui apportent de la fraîcheur, qui apportent de l'explosivité, qui apportent de l'occupation, de la profondeur. Et c'est vrai que Mathilde nous fait du bien dans ce sens-là. Après, on a d'autres joueuses qui ont d'autres qualités dont on sert à bon escient. Et c'est vrai que bon, voilà, on a un groupe qui vit bien dans la vie de tous les jours. On a un groupe qui est en train de se construire progressivement et qui risque à court terme de bien fonctionner si on n'a pas de grosses blessures, si on n'a pas de pépins physiques, et surtout qui a un gros potentiel. Je tiens à l'évoquer parce que souvent quand on parle de nos matchs, et là je pense à Christophe Lagier, qui dit que c'est impossible de dire c'est dommage à la fin d'un match. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de dire c'est dommage parce que ça veut dire qu'on évoque des regrets, et ce groupe a un gros potentiel, et je pense que avec l'amalgame qui va se faire très très prochainement, enfin en tout cas je l'espère, on a la possibilité de créer des surprises dans ce championnat. Alors après c'est un travail de longue haleine, mais je pense que les filles sont conscientes de ce potentiel qu'il y a, et on va le développer pour faire en sorte que la saison avance du côté positif. Bon, en tous les cas, on va vous le souhaiter, on va vous souhaiter cette réussite recherchée à travers tous ces projets. En tous les cas, moi je vais vous remercier pour cette présentation de l'AS Vehors-Montoison, de ce club qui existe depuis maintenant pas mal de temps. Notamment sur ces 6 dernières années pour l'équipe féminine qui a su développer du jeu pour leur permettre, en tous les cas pour vous permettre d'arriver à ce niveau-là. Je rappelle juste 2 choses importantes, c'est que sur le plan du foot féminin, Mistral TV va couvrir l'événement de l'Olympique de Marseille, la réception de l'Olympique de Marseille contre l'AS Vehors-Montoison. Et puis, donc on va dans un second temps aller un petit peu plus loin, puisque nous allons filmer les finales du Camus Wolf, donc finale féminine aussi au stade Gabriel Coulot de Porte-les-Valences. Voilà. Donc je vais vous remercier, mais avant cela, je souhaitais, Géraldine, que tu puisses nous transmettre peut-être un de tes meilleurs souvenirs footballistiques depuis 6 ans. Quel est-il ? C'est tout simplement l'accession, je pense, en D2. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, qui était vraiment inattendu, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait un niveau qui existait en plus, qui s'appelait la D3, qui était un autre niveau national. Et là, on a eu déjà la chance de jouer contre des équipes comme la réserve de Montpellier, la réserve de Toulouse à cette époque-là, etc. Et c'est des équipes qu'on a réussi à accrocher même chez elles, donc à avoir des victoires à Montpellier. Pour nous, petit club qui venait de monter en D3, parce qu'on venait de monter en D3 en plus de ça, c'était juste magique. On était sur une super dynamique entre copines. On venait de monter du niveau régional au niveau national, c'était déjà une grosse découverte. Et puis là, voilà, on se met encore à réaliser des exploits un petit peu, parce que chaque match, c'était un peu des exploits. Et puis on arrive à accéder en D2, qui plus est au stade du Pouzin contre Monaco. C'était juste magique, en fait, de voir ces supporters aussi qui étaient là dans les tribunes, avec des banderoles. C'était un peu comme un rêve de gamine. On était soutenus par tout un village, entre guillemets. Et puis voilà, accéder en D2... c'est juste énorme quand même pour un village comme Étoile-sur-Rhône à l'époque. Donc là, c'est vrai qu'on en a vraiment profité avec toutes les copines à ce moment-là. Et c'est pour l'instant le meilleur souvenir que j'ai avec le club. Bon. Kevin, Géraldine, Yves, je vous remercie. Et on vous retrouvera prochainement, probablement, sur les terrains de sport ou autour.
et on verra un petit peu comment l'aventure continue. Hein ? Merci à vous. Ok, Merci. merci. À vous, ouais. À très bientôt. À très bientôt.